Il pleuvait depuis 3 jours sans interruption. Dans les rues détrempées de la petite ville de Brévillac, les flaques s'étaient transformées en miroirs sales où se reflétaient les lampadaires jaunâtres. Julien Morel marchait, col relevé, serrant contre lui un vieux sac à dos usé. Ce samedi-là, il n'avait aucune raison particulière de sortir. Mais il y avait eu cette annonce, un marché aux puces improvisé dans le vieux quartier, malgré la météo. Et Julien, passionné de livres anciens, ne pouvait pas résister à la promesse de vieilles pages poussiéreuses. Les stands s'alignaient sous des bâches trempées, l'eau s'égouttant en filet continu. La plupart des gens étaient déjà partis, frigorifiés. Mais au fond, sous une tente à moitié effondrée, un vieil homme tenait encore son stand. Julien s'en approcha, poussé autant par curiosité que par compassion. Sur la table branlante, il n'y avait pas grand-chose. Quelques bibelots ternis, une horloge cassée, un cadre sans photo et un livre. Pas un livre ordinaire, sa couverture était en cuir sombre, ridée comme une peau ancienne. Une fine gravure dorée en ornait le centre, représentant un sablier inversé. Aucun titre. Julien tendit la main. La texture était étrange, presque tiède au toucher, comme si l'objet avait absorbé la chaleur d'une main invisible. « Combien pour le livre » demanda-t-il. Le vieil homme releva la tête. Ses yeux, d'un bleu délavé, le fixèrent avec une intensité dérangeante. « Pour vous, 5 €, dit-il d'une voix basse. Vous savez de quoi il parle ? Un silence. Puis un léger sourire. Ce livre écrit son propre contenu. Julien esquissa un rire, pensant à une exagération de vendeur. Mais il paya sans discuter. Ce genre de mystère valait bien quelques pièces. De retour chez lui, il secoua la pluie de sa veste, posa le livre sur la table et se fit un café. La lumière de la fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux, donnant à la pièce une teinte orangée. Il ouvrit le livre. À l'intérieur, les pages semblaient neuves malgré la couverture ancienne. L'écriture, fine et régulière, était d'un noir profond. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut la première ligne, centrée en haut d'une page. Dimanche 14 novembre, 16h12, une tasse se brisera dans ta cuisine. Julien fronça les sourcils. Nous étions le samedi 13 novembre. L'événement était donc censé arriver, demain, et à une heure précise. Il tourna les pages. La date suivante était le lundi, puis le mardi, chacune annonçant un événement différent. Aucun saut, pas de vide, chaque journée semblait avoir sa propre entrée. Ce n'était pas un roman, ni un journal intime, c'était comme un agenda de faits à venir. Il passa le reste de la soirée à feuilleter, intrigué. Les prédictions semblaient banales, un chien aboiera sous ta fenêtre, un orage éclatera dans l'après-midi, un inconnu te demandera son chemin. Rien de spectaculaire. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la précision, l'heure exacte, les détails infimes qui donnaient un parfum de vérité. Le lendemain, Julien avait presque oublié l'histoire de la tasse. Il déjeunait tranquillement, son café fumant à la main, quand il reçut un message sur son téléphone. En voulant le lire, il se leva trop vite, heurta le bord de la table et la tasse glissa de ses doigts. Elle se brisa en 3 morceaux nets sur le carrelage. Il regarda l'horloge, 16h12. Il resta figé, le cœur battant. Coïncidence ? Peut-être. Mais son esprit refusait de laisser passer l'étrangeté. Ce soir-là, il relut la page du 15 novembre. Une lettre sans expéditeur arrivera dans ta boîte aux lettres. Il se coucha tard, l'esprit obsédé par l'idée que le livre puisse vraiment savoir. Julien se réveilla plus tôt que d'habitude, l'esprit encore embrouillé par la tasse brisée de la veille. La pluie avait cessé, et un ciel pâle filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Il se leva, enfila un pull et alla préparer son café. Chaque geste avait ce matin-là une lourdeur particulière, comme si chaque mouvement pouvait déclencher une prophétie qu'il ignorait encore. Sur la table du salon, le livre était resté ouvert à la page du lundi 15 novembre. Les mots noirs semblaient l'attendre, immobile, silencieux. Une lettre sans expéditeur arrivera dans ta boîte aux lettres. Julien fixait la phrase, le souffle court.
Une partie de lui avait envie de rire de cette coïncidence possible. Une autre, plus profonde, se souvenait avec une précision troublante du bruit sec de la tasse se brisant à 16h12. Il se dit que c'était peut-être lui-même qui cherchait à voir des signes partout. Mais son regard revenait inlassablement sur ces mots. Vers midi, il descendit pour relever le courrier. Il savait qu'il aurait dû attendre la fin de la journée, mais son impatience l'emporta. Il ouvrit la boîte aux lettres, factures, publicités, rien d'inhabituel. Soulagé et un peu déçu, il remonta les marches, persuadé que le livre s'était trompé. Mais à 18h, on sonna à la porte. Un jeune facteur, visiblement en retard sur sa tournée, lui tendit une enveloppe Kraft. Julien remarqua immédiatement l'absence de timbre, de nom, de retour. « Ça vient de notre centre de tri », dit le facteur, « on m'a demandé de vous la remettre en main propre. » Il signa machinalement, remercia et referma la porte. Assis à la table, il retourna l'enveloppe entre ses doigts. Elle était légère, presque vide. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille blanche. Non, pas totalement blanche. Dans un coin, en lettres minuscules, il y avait écrit « Continue de lire ». Son cœur accéléra. Il se leva brusquement, prit le livre sur la table et tourna la page du mardi 16 novembre. Un inconnu te demandera son chemin à 14h27 et tu hésiteras à lui répondre. Julien reposa le livre, s'adossa à sa chaise et se passa une main sur le visage. Ce n'était plus un simple jeu ou une coïncidence. Quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait lui arriver et semblait vouloir le guider ou le piéger. Le lendemain, il décida de tester la prophétie. Il sortit de chez lui vers 14h15 et s'installa à la terrasse d'un café en bord de rue. Les minutes passaient lentement. À 14h27 pile, un homme en manteau sombre s'arrêta à sa hauteur. « Excusez-moi, vous pourriez m'indiquer la rue des Tilleuls ?» Julien resta figé, exactement comme le livre l'avait annoncé. « C'est par là », répondit-il finalement en désignant vaguement la direction. L'homme le remercia, puis s'éloigna d'un pas pressé. Julien le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Il eut l'impression d'avoir été un pion dans un jeu dont il ne connaissait pas les règles. De retour chez lui, il tourna une nouvelle page. Cette fois, la date indiquait mercredi 17 novembre. Une décision que tu prendras demain changera le cours de ta vie. Il relut la phrase plusieurs fois, mais elle restait volontairement floue. La gorge sèche, il se demanda si le livre ne commençait pas à resserrer son emprise sur lui. Jusqu'ici, les prédictions étaient banales, mais celle-ci portait une promesse lourde de conséquences. Julien passa la soirée à réfléchir. Peut-être qu'en refusant de faire quoi que ce soit demain, il pourrait empêcher cette décision de se produire. Mais au fond, il savait qu'on ne pouvait pas s'empêcher de choisir. Même ne rien faire, c'était encore décidé. Il s'endormit tard, le livre posé sur sa table de chevet, comme une présence silencieuse qui, pourtant, dictait déjà sa prochaine journée. Julien se leva ce mercredi 17 novembre avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si son corps savait déjà qu'un choix crucial l'attendait. Il avait décidé, la veille, de rester chez lui, persuadé que l'isolement suffirait à éviter toute décision. Mais dès qu'il croisa son propre reflet dans le miroir, il sut qu'il se mentait. Même un geste simple pouvait tout changer. La matinée passa lentement. Il tenta de travailler sur quelques commandes en retard, il était illustrateur freelance, mais son esprit revenait sans cesse à la phrase du livre. À midi, il se fit un café et au moment de le poser sur la table, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il hésita à répondre, puis décrocha. « Bonjour, Monsieur Morel ? Ici le centre hospitalier Saint-Ange. Nous avons retrouvé votre tante Madeleine, elle a fait un malaise dans la rue. Elle demande si vous pouvez venir la chercher. » Julien sentit le monde autour de lui se contracter. Sa tante Madeleine vivait à 20 km d'ici, dans une petite maison isolée. Elle n'avait pas de famille proche à part lui. En raccrochant, il sut que c'était là. La décision. Il prit ses clés, enfila sa veste et sortit.
Dans le bus, il se surprit à penser « Et si je ne venais pas ?» Mais l'idée lui sembla odieuse. Il se força à ne pas chercher ce que le livre disait pour demain. Arrivé à l'hôpital, il trouva Madeleine assise dans un couloir, un foulard sur les genoux, l'air pâle mais souriant. « Mon garçon, tu es venu, je savais que tu viendrais. » Ils rentrèrent ensemble chez elle. Sur le chemin, elle parla peu, mais au moment de descendre de voiture, elle posa sa main froide sur celle de Julien. « Il y a un coffre dans le grenier, dit-elle, avec des choses qui pourraient t'intéresser. » Julien fronça les sourcils, mais elle ne précisa rien. Il la laissa rentrer, promit de passer le lendemain, puis prit la route du retour. Chez lui, la première chose qu'il fit fut de rouvrir le livre. La date du jeudi 18 novembre affichait. « Dans un grenier, tu trouveras une vérité que tu n'aurais pas dû connaître. » Julien resta figé, le livre ouvert entre les mains. Ce n'étaient plus seulement des prédictions anodines ou des coïncidences, le livre semblait désormais diriger ses pas. Madeleine ne lui avait parlé du coffre que parce que le livre le savait? Ou bien le livre écrivait-il les mots de sa tante, comme un marionnettiste invisible? Il décida de ne pas attendre. Sans prévenir Madeleine, il reprit la voiture et fila vers sa maison. Le grenier était accessible par une trappe grinçante dans le couloir. Il monta l'échelle et se retrouva dans une pièce poussiéreuse, remplie de vieux cartons et de meubles recouverts de draps. Dans un coin, à demi enfoui sous une pile de journaux jaunis, il trouva un petit coffre en bois sombre, fermé par une serrure simple. Il l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, un tas de lettres, liées par un ruban usé, et un livre. Exactement le même que le sien. Le cuir, la gravure, la taille, tout était identique, à un détail près. Sur celui-ci, la gravure du sablier était à l'endroit, non inversée. Julien sentit un frisson parcourir son dos. Il ouvrit le vieux livre et découvrit qu'il était rempli, chaque page noire d'une écriture serrée. Et là, en haut de la première page, un nom, Antoine Morel. Son grand-père. Il lut quelques lignes. Ce livre racontait, lui aussi, des événements précis, mais s'arrêtait brutalement à une date, 2 juin 1978. Le jour où Antoine Morel était mort dans un accident de voiture. Julien reposa le livre et sentit ses mains trembler. Ce n'était plus un jeu. Il redescendit, rangea le coffre dans sa voiture, et sur le chemin du retour, il se promit de comprendre ce qui liait ces objets. Mais au fond de lui, il savait déjà que, demain, il ouvrirait la nouvelle page, et qu'il serait incapable de résister. Julien n'avait pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le nom de son grand-père inscrit en haut de ce deuxième livre, figé juste avant la date de sa mort. Quand le matin arriva enfin, gris et froid, il se leva, fit couler un café et posa le premier livre devant lui. La page suivante était déjà là, attendant comme une sentence. Vendredi 19 novembre, 18h45, Claire sera renversée par une voiture devant la librairie. Julien sentit un froid immédiat lui parcourir la nuque. Claire, sa meilleure amie depuis l'université, la seule avec qui il partageait tout. Il relut la phrase encore et encore, espérant y trouver un détail qu'il aurait mal interprété. Mais les mots étaient clairs, précis et surtout datés. Son premier réflexe fut de l'appeler. Elle décrocha presque aussitôt, joyeuse. « Hey, ça fait longtemps !» Julien hésita, puis demanda. « Tu comptes passer à la librairie aujourd'hui ?»« Oui, vers 18h, pourquoi ?»« Juste, fais attention en sortant, d'accord ?» Elle rit doucement. « Julien, tu sais que j'ai mon permis depuis 15 ans sans un seul accident, hein ? Bon, je file, on se voit bientôt. » Il passa la journée incapable de se concentrer. Chaque minute semblait précipiter l'horloge vers ce moment. À 18h30, il décida qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il prit sa voiture et fonça vers la librairie où Claire travaillait. Les rues étaient déjà plongées dans la pénombre hivernale, les phares des voitures se reflétant sur l'asphalte humide. Il arriva à 18h42. Claire sortait justement du magasin, un sac à la main. Il se gara en urgence, sortit et cria son nom.
Elle se tourna vers lui, surprise, et au même instant, une voiture déboula à vive allure. Julien la saisit par le bras et la tira en arrière. La voiture frôla le trottoir, une bourrasque froide soulevant leur manteau, avant de disparaître au coin de la rue. Ils restèrent un instant figés, haletants. « Mais, qu'est-ce que » balbutia Claire. « Rien, j'ai juste senti que quelque chose allait arriver. » Elle le regarda longuement, comme si elle hésitait à poser plus de questions. Finalement, elle soupira et lui proposa d'aller boire un café pour se remettre. Assis à une table, Julien ne put s'empêcher de penser « J'ai changé le futur ». Mais cette pensée ne dura pas longtemps. En rentrant chez lui, il trouva le livre ouvert, comme s'il l'attendait. Et la page du 19 novembre avait changé. Vendredi 19 novembre, 18h45, Claire sera renversée par une voiture devant la librairie. 19h02, à la terrasse du café, un homme la visera. Julien sentit son cœur s'arrêter. Il regarda l'heure, 18h58. Claire était encore au café. Il bondit hors de chez lui, sauta dans sa voiture et roula à toute vitesse. Il arriva devant le café à 19h01. Claire était là, assise en terrasse, un cappuccino à la main. Un homme en manteau sombre s'approchait, la main dans sa poche. Julien traversa la rue en courant et se plaça entre eux. L'homme le fixa, surpris, puis fit demi-tour sans un mot, disparaissant dans la foule. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, visiblement secouée. Il inspira profondément. « Rien, ou plutôt, quelque chose que je t'expliquerai un jour. » Ils se quittèrent plus tard dans la soirée. Mais en rentrant, Julien comprit quelque chose d'essentiel. Le livre ne se contentait pas de prédire. Si on changeait une prophétie, il réécrivait la suite pour que, d'une manière ou d'une autre, ce qui devait arriver, arrive. Julien passa la nuit presque sans dormir, hanté par l'image du livre qui se modifiait sous ses yeux. Ce n'était plus seulement un outil mystérieux, c'était une entité vivante, capable de s'adapter pour forcer ses prédictions à se réaliser. Il comprit qu'il devait en savoir plus. Et vite. Dès le matin, il fouilla à nouveau le coffre trouvé chez sa tante. Les lettres attachées par le ruban usé semblaient dater de plusieurs décennies. Certaines étaient signées Antoine Morel, d'autres simplement marquées d'un paraphe illisible. Il en choisit une au hasard et commença à lire. 21 avril 1976, ce livre n'est pas un don, c'est une malédiction. Il sait tout, et il t'amène là où il veut. Plus tu lis, plus tu t'éloignes de ta propre volonté. Je ne peux plus m'en débarrasser. Les autres, ils n'ont pas eu cette chance. Julien frissonna. Les autres ? Il continua à lire plusieurs lettres. Certaines décrivaient des événements prédits à la minute près, d'autres parlaient de drames inexpliqués. Dans l'une, Antoine affirmait avoir tenté de brûler le livre, sans succès. Le cuir n'avait même pas noirci. Julien décida de consulter un spécialiste. Il connaissait un bouquiniste du nom d'Henri Vaillant, réputé pour sa collection de manuscrits rares. En début d'après-midi, il se rendit dans sa boutique, une petite échoppe au fond d'une ruelle pavée. L'air y était saturé d'odeurs de papier ancien et de poussière. « Julien ! Ça fait longtemps. Que me vaut ta visite ?» Julien sortit prudemment le livre de son sac. « J'ai trouvé ça. Tu peux me dire d'où il vient ?» Henri enfila des gants en coton et examina la reliure, la gravure, puis feuilleta quelques pages. Il fronça les sourcils. « C'est étrange. Très étrange. Ce type de cuir, je n'en ai vu qu'une fois dans ma vie. Et ce symbole, tu sais ce qu'il signifie ? C'est un sablier inversé. On le retrouve parfois dans certains manuscrits occultes du XVIIe siècle, liés à des sociétés secrètes obsédées par le destin et le contrôle du temps. Julien sentit son estomac se nouer. « Et tu as déjà vu un livre qui se met à jour tout seul ?» Henri le fixa, interloqué. « Tu veux dire, qui écrit l'avenir ?» Julien hésita, puis hocha la tête. Le bouquiniste reposa le livre et recula légèrement. Dans les légendes, on parle du codex de la faucheuse. Un objet qui choisit un porteur,
écrit son avenir et celui des gens qui l'entourent. On dit qu'il ne peut être transmis qu'à la mort de son propriétaire, à moins que... À moins que quoi? À moins que le livre décide de te laisser partir. Julien repartit avec plus de questions que de réponses. Mais il avait un nom, Codex de la faucheuse. Et la conviction que son grand-père avait été l'un de ses porteurs avant lui. Le soir venu, il ouvrit le livre avec appréhension. La date du samedi 20 novembre affichait. Demain, à 22h17, tu apprendras que quelqu'un d'autre possède un livre comme le tien. Julien sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Un autre porteur. Quelqu'un qui vivait la même chose que lui. Mais qui? Et surtout, ami ou ennemi? Julien referma le livre, mais les mots restaient gravés dans son esprit. Demain, à 22h17, tu apprendras que quelqu'un d'autre possède un livre comme le tien. Il n'arrivait pas à décider si c'était une promesse ou une menace. Il passa la journée de samedi à tenter de s'occuper, mais chaque activité finissait par le ramener à cette heure précise. Il n'attendait pas 22h17, il la redoutait. Vers 21h, incapable de tenir en place, il sortit marcher dans les rues calmes de Brévillac. Les lampadaires projetaient de longues ombres et le vent froid s'engouffrait dans les ruelles. Il passa devant un café encore ouvert. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si je rentrais tout de suite chez moi? Mais quelque chose, une impulsion sourde, le poussa à s'asseoir à une table près de la vitrine. À 22h15, il regardait son café refroidir quand la porte s'ouvrit. Une femme entra. Elle portait un manteau gris, ses cheveux noirs attachés en chignon. Ses yeux balayèrent la salle et se fixèrent sur lui. Elle s'approcha, un léger sourire aux lèvres. « Julien Morel ?» Il hocha la tête, surpris. « Je m'appelle Élise. Et je crois que nous avons un problème en commun. » Elle posa un livre sur la table. La même reliure en cuir sombre, la même gravure, mais avec une petite étoile gravée dans un coin. Julien sentit un vertige. « Comment ? » « Le mien m'a annoncé qu'on se rencontrerait ce soir. » Ils parlèrent longtemps. Élise expliqua qu'elle possédait son livre depuis 6 mois après la mort de sa mère. Elle aussi avait tenté de s'en débarrasser, sans succès. Les pages changeaient chaque jour, précisant des événements qu'elle ne pouvait éviter. « Parfois, dit-elle, j'ai l'impression que mes choix ne sont plus vraiment les miens. Comme si le livre savait déjà ce que je vais décider, et que je ne fais que jouer ma partition. » Julien se reconnut dans ces paroles. Mais quelque chose le dérangeait. Si 2 livres existaient, combien y en avait-il vraiment? « Tu as déjà rencontré d'autres porteurs ?» demanda-t-il. « Non. Mais je sais qu'ils existent. Mon livre parle d'eux. Et toi, ton grand-père? Il avait aussi le sien, non ?» Julien hésita à tout lui dire. Quelque chose dans son regard le mettait mal à l'aise. « Oui, » répondit-il simplement. Ils se séparèrent vers minuit, mais la rencontre laissa Julien plus troublé encore. Était-elle une alliée ou une pièce de plus sur l'échiquier du livre? En rentrant chez lui, il trouva son exemplaire ouvert, comme toujours. La date du dimanche 21 novembre indiquait. À 19h32, Élise te proposera de faire équipe. Refuser sera impossible. Julien resta un long moment debout devant la page. Ce n'était pas juste une prédiction. C'était un ordre déguisé. Et il comprit enfin ce qui l'effrayait le plus, peu importe ce qu'il pensait, peu importe ce qu'il voulait. Chaque pas qu'il faisait semblait avoir été décidé bien avant qu'il ne le franchisse. Dimanche 21 novembre. Toute la journée, Julien sentit la phrase du livre peser sur lui comme une condamnation. Refuser sera impossible. Il se força à rester occupé, évitant de penser à Élise, mais à 19h20, son téléphone vibra. C'était elle. « Salut, Julien. Je crois qu'on ferait mieux de travailler ensemble. On n'a plus de chance de comprendre ce qui nous arrive si on s'y met à 2. » Il voulut dire non. Il avait préparé mentalement une réponse sèche, presque agressive. Mais quand il ouvrit la bouche, les mots qui sortirent furent « D'accord. » Un silence suivit, lourd.
Julien comprit que le livre avait encore gagné. Le lendemain, Élise lui envoya une adresse, une petite maison au bord de la forêt, à l'extérieur de la ville. « J'ai trouvé quelqu'un », expliqua-t-elle. « Un ancien porteur. Il a survécu et il n'a plus de livre. » L'endroit était isolé, presque inquiétant. Un vieil homme les attendait sur le perron. Sa silhouette maigre, son visage creusé et ses yeux clairs lui donnaient un air presque spectral. « Entrez, dit-il d'une voix éraillée. Vous avez le regard des damnés. » À l'intérieur, l'air sentait la cire et le bois humide. Sur une table basse, des bougies brûlaient lentement. « Je m'appelle Victor, reprit-il. J'ai porté ce fardeau pendant 20 ans. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Comment, vous en êtes débarrassé ?» Victor eut un sourire amer. « On ne s'en débarrasse pas. On paie. Et très cher. » Il leur raconta son histoire, comment, jeune homme, il avait hérité du livre après la mort de son frère. Les prédictions l'avaient d'abord amusé, puis fasciné, jusqu'au jour où elles avaient commencé à viser les gens qu'il aimait. Un soir, il a écrit ma propre mort. J'ai paniqué. J'ai cherché à le détruire, impossible. Alors j'ai fait la seule chose qui restait. Laquelle ? Demanda Élise. Victor les fixa longuement. J'ai donné ma place. Il expliqua qu'un rituel précis permettait de transférer le livre à une autre personne, mais qu'il fallait que cette personne accepte volontairement de l'ouvrir. Le mien est parti, le soir où ma femme a posé les mains dessus. Julien sentit un frisson d'horreur. Et elle ? Elle est morte 3 mois plus tard. Un silence lourd suivit. Victor poursuivit. Vous croyez peut-être que vous pouvez gagner contre lui. Mais ce livre n'a qu'un but, se perpétuer. Chaque décision, chaque rencontre, il les orchestre. Julien échangea un regard avec Élise. Une idée naissait dans son esprit. Si un transfert était possible, alors peut-être il pouvait s'en débarrasser. Mais l'idée d'offrir ce fardeau à quelqu'un d'autre le répugnait. Avant de partir, Victor leur glissa. Il existe un moyen de rompre le lien, mais il faut le faire avant qu'il n'écrive votre fin. Sur le chemin du retour, Élise se tourna vers lui. « Tu as entendu ? On peut s'en sortir. » Julien hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Il savait déjà ce que son livre écrirait bientôt. Et il craignait plus que tout le moment où il verrait son propre nom associé à une date. Lundi 22 novembre. Julien avait à peine dormi. Les paroles de Victor tournaient en boucle dans sa tête. Il faut le faire avant qu'il n'écrive votre fin. Ce matin-là, il ouvrit le livre avec la crainte sourde d'y lire la phrase fatale. La page du jour était vide. Ce n'est qu'en tournant la suivante qu'il vit, en lettres nettes et parfaitement alignées. Mardi 23 novembre, 23h46, Julien Morel cessera de respirer. Ses mains devinrent moites. Il relut la phrase 10 fois, espérant qu'elle changerait. Mais les mots restaient là, implacables. Il referma le livre si violemment qu'un souffle de poussière s'échappa des pages. À 10h, Élise l'appela. « Julien, ça va ? » ?»« Non. Il a écrit ma mort. Demain soir. » Un silence pesant. « Alors il nous reste un jour pour trouver comment rompre le lien. » Ils se retrouvèrent chez elle et commencèrent à fouiller tous les documents possibles, vieilles lettres, archives en ligne, témoignages d'anciens propriétaires mentionnés dans les notes de Victor. Plus ils avançaient, plus une idée revenait. Chaque rupture de lien impliquait un échange. Mais aucun texte n'expliquait comment éviter que l'échange ne soit mortel. Vers la fin de l'après-midi, Élise trouva une note manuscrite dans un dossier jauni. L'objet ne peut être détruit. Mais il peut être trompé. Le porteur doit survivre à l'heure de sa propre prophétie. Alors le livre cherchera un nouveau maître et le lien sera rompu. Julien sentit un espoir ténu naître en lui. Ça veut dire que, si je tiens jusqu'à 23h47 demain. Oui, mais tu sais aussi qu'il fera tout pour que tu n'y arrives pas. Le soir venu, il rentra chez lui avec un plan, rester enfermé, couper tout contact et attendre l'heure fatidique. Mais une question restait, et si le danger venait de l'intérieur même de sa maison ? Le 23 novembre arriva comme un coup près.
Dès le matin, Julien sentit un poids invisible sur ses épaules. Il barricada sa porte, ferma les volets, débrancha tout appareil électrique. Il ne buvait que de l'eau en bouteille, par peur d'un empoisonnement. Chaque bruit lui faisait sursauter. À 23 heures, il était assis dans son salon, les yeux rivés sur l'horloge murale. 46 minutes à tenir. À 23h30, il entendit frapper à sa porte. 3 coups secs. « Julien, c'est moi. »« Ouvre, vite !» C'était la voix d'Élise. Il hésita. Tout son instinct lui disait de ne pas bouger. Mais la voix reprit, plus pressante. « J'ai trouvé quelque chose, il faut que je te le montre, maintenant. » Il se leva lentement, approcha de la porte, et sentit une résistance intérieure. Une part de lui savait que c'était exactement ce que le livre voulait. Il regarda l'horloge, 23h45. Encore une minute. Une minute à tenir. Soudain, la poignée tourna violemment. Quelqu'un essayait d'entrer. Julien recula, le cœur battant. Les coups redoublèrent. « Julien! Ouvre !» 23h46. Il inspira profondément, les mains tremblantes, et décida. 23h46. Julien sentit chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. Il se tenait immobile au milieu de son salon, fixant la porte qui tremblait sous les coups. « Ouvre, Julien !» hurla la voix d'Élise. Il recula d'un pas. Tout en lui criait que ce n'était pas vraiment elle, ou que, si c'était le cas, elle n'était plus totalement maître de ses actes. Le livre, toujours posé sur la table, semblait vibrer. Les pages se tournaient toutes seules, comme agitées par un vent invisible. 23h46 et 10 secondes. Une fissure apparut dans le bois de la porte. Julien recula encore, attrapa une chaise et la cala sous la poignée. « Écoute-moi !» s'écria Élise. « Si tu n'ouvres pas, tu vas mourir. » Il serra les poings. « Alors je préfère mourir debout que te laisser entrer. » 23h46 et 25 secondes. Un bruit sourd retentit à l'étage. Comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans sa chambre. Julien réalisa avec horreur qu'il avait oublié de fermer la fenêtre du grenier. Il monta 4 à 4 les escaliers, entra dans la pièce et trouva la fenêtre battant contre le mur. Dans la pénombre, une silhouette se détacha. Trop grande pour être Élise. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, tenait quelque chose dans sa main. « Donne-le-moi, dit-il d'une voix calme. Où ça se termine maintenant ?» Julien recula vers l'escalier. « Tu veux le livre ? Viens le chercher. » 23h46 et 40 secondes. L'homme avança, le pas assuré. Julien comprit que fuir ne servirait à rien. Alors il fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il saisit le livre sur la table de chevet, ouvrit la fenêtre et le lança dehors. Un hurlement de rage résonna derrière lui. L'homme se précipita pour le rattraper, mais perdit l'équilibre et bascula dans le vide. Julien resta figé, haletant, écoutant le silence revenir peu à peu. 23h46 et 58 secondes. Il regarda l'horloge, puis autour de lui. Rien. Il respirait encore. 23h47. Il tomba à genoux. Il avait survécu. Mais sa victoire eut un goût amer. En bas, sur le trottoir, le livre reposait, intact. Et à côté, l'homme immobile. Julien descendit prudemment. Le corps était déjà froid, mais les yeux restaient ouverts, fixés sur lui. Dans sa main crispée, un livre. Le même que le sien. Julien le comprit alors. Il n'avait pas échappé au destin. Il avait simplement pris la place de quelqu'un d'autre, ou peut-être, pris dans un jeu plus vaste, il venait d'en devenir le nouveau gardien. En ramassant son exemplaire, il remarqua que la page suivante était déjà écrite. Mercredi 24 novembre, 9h12, le livre changera demain. Julien n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il restait assis dans son salon, le livre sur la table, à fixer cette phrase inscrite en haut de la page. Mercredi 24 novembre, 9h12, le livre changera demain. Il avait survécu à sa propre prophétie. Mais à présent,
le livre annonçait son départ. Pourtant, il n'avait aucune intention de le donner à qui que ce soit. Pas après ce qu'il avait vu, pas après ce que Victor lui avait confié. S'il devait finir seul avec ce fardeau jusqu'à sa mort, qu'il en soit ainsi. À 8h30, il prit une douche, s'habilla, tenta de boire un café mais ses mains tremblaient trop. Il jetait des coups d'œil incessants à l'horloge. Chaque seconde le rapprochait de l'heure fatidique. À 9h07, on frappa à la porte. 3 coups, lents, espacés. Julien se figea. La scène lui rappelait la veille au soir. « Qui est là ?» demanda-t-il, la voix tendue. Un silence. Puis une voix enfantine. « Monsieur, vous avez fait tomber votre livre. » Il ouvrit la porte. Une petite fille, pas plus de 10 ans, se tenait là, tenant dans ses mains un objet enveloppé dans un foulard. Derrière elle, personne. Julien sentit un frisson glacé. Il prit une inspiration et demanda. « Où est ta maman ?»« Elle m'attend au coin de la rue. » Il retira le foulard et découvrit son livre. Mais quelque chose avait changé. La reliure semblait plus lisse, la gravure plus brillante. Et surtout, la page du jour était différente. Mercredi 24 novembre, 9h12, tu choisiras de le donner. Julien releva les yeux vers la fillette. Ses prunelles brillaient d'un éclat étrange, presque adulte. « Qui t'envoie ?» murmura-t-il. Elle sourit simplement. « C'est pas moi qui viens, c'est le livre. » L'horloge indiqua 9h11. Julien serra le livre contre lui. Un flot de pensées l'assaillit. Le garder, protéger l'enfant, fuir. Mais au fond, il savait déjà ce qu'il allait faire. Le livre avait raison, il n'avait pas le choix. À 9h12 exactement, il tendit le volume à la petite fille. « Ne l'ouvre pas, d'accord ?»« Oh, je crois que c'est déjà trop tard, » répondit-elle en jetant un coup d'œil aux premières lignes. Elle tourna les talons et disparut au coin de la rue, foulard au vent. Julien resta immobile devant sa porte, le vide envahissant ses mains, son esprit. Il ne ressentait ni soulagement, ni colère. Juste un étrange silence intérieur. Il ferma la porte et, par réflexe, regarda la table basse. Un objet y était posé. Pas le livre. Un simple morceau de papier, jauni, plié en deux. Il l'ouvrit. Une seule phrase, écrite dans la même écriture noire et parfaite. Et si ce n'était pas fini ? Julien laissa tomber le papier sur la table. Au loin, dans la rue, un rire d'enfant résonna, clair et aigu, avant de s'éteindre. Il sut alors que le cycle ne s'arrêtait jamais. Et que quelque part, le livre écrivait déjà la suite, pour quelqu'un d'autre.